Bonsoir Eric Coquerel. Bonsoir. Vous êtes député de Seine-Saint-Denis, La France Insoumise. Voilà. Et Nathalie Delattre, vous êtes, vous, sénatrice de Gironde, membre du mouvement radical qui fait partie du RDSE, c'est le groupe centriste au Sénat. Et on va commencer par ordre alphabétique. C'est le plus simple. Éric Coquerel, vous vouliez revenir sur le séparatisme. Vous pouvez enlever votre masque si vous voulez, Nathalie Delattre. Bien, Madame la Ministre, je voudrais revenir sur certains de vos propos le 31 août à France Inter, c'est pour ça que je cite pour être exact. Très bien. Vous parliez de la loi sur le séparatisme, vous disiez c'est aussi une loi contre l'islam politique, mais pas uniquement. L'idée pour nous est de cibler l'ensemble des groupes qui s'organisent en marge de la République, c'est le cas pour l'islamisme, c'est aussi le cas pour les dérives sectaires. Et le 11 septembre, vous complétiez sur France Info où vous disiez que c'est l'islamisme, mais c'est aussi le suprématisme blanc. Je serais d'accord avec vous. Absolument. On voit ce qui se passe sur certaines chaînes de certains zélateurs du racisme, ou par exemple le restaurant parisien juif qui a été il n'y a pas longtemps agressé par des nazis, ou encore une mosquée avec une victime l'an dernier, je pourrais vous donner raison, ou les dérives sectaires. Or, le 2 octobre 2020, discours d'Emmanuel Macron sur le thème de la lutte contre les séparatismes, plus de 40 fois l'occurrence islam, islamiste, dérives sectaires, jamais mentionné, suprématisme blanc, jamais mentionné. D'où ma première question, est-ce que vous avez perdu toute influence sur le président de la République, ou alors est-ce que depuis le début, vous brouillez les pistes ? Vous êtes très malin. Plusieurs choses. D'abord, le président de la République a prononcé un très long discours qui s'est suivi d'une série de questions et réponses avec les journalistes. Et au cours de ces questions-réponses, il a été question des dérives sectaires. Donc le président s'est bien engagé là-dessus, mais en disant qu'on ne se cache pas derrière notre petite voix. Oui, la menace principale, je l'ai toujours dit, et le président de la République l'a dit, c'est l'islamisme, c'est l'islam radical. Le président de la République a rappelé à cette occasion que la laïcité ne souffrait d'aucun adjectif. Ça vous rappellera le titre de mon livre qui s'appelle Laïcité point et répondra à la question, à la partie politicienne de votre question sur l'influence des uns et des autres. Et en ce qui concerne les dérives sectaires, j'aurai l'occasion de faire quelques annonces avec Gérald Darmanin d'ici la semaine prochaine, parce qu'il y a effectivement des menaces de dérives sectaires qui sont moindres vis-à-vis de l'islamisme, mais qui existent. Alors, et en ce qui concerne le suprémacisme blanc, je le dis parce que parfois, quand on fait référence au suprémacisme blanc, on se fait moquer sur les réseaux sociaux en disant c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et on pense aux États-Unis souvent d'ailleurs. Bah, oui, mais par exemple, Christchurch, c'est un attentat d'un suprémaciste blanc. Et en France, la DGSI a révélé avoir déjoué l'attentat d'un suprémaciste blanc. Donc c'est aussi une menace, moindre en nombre vis-à-vis de l'islamisme, mais c'est une menace réelle. Mais ça n'a pas été dit par le président de la République, il n'en a pas parlé. Je suis ministre du président de la République, je vous le dis. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, sur l'islamisme radical. Alors, vous permettez juste de relancer par rapport à la question. Nathalie Delattre, vous avez, rapidement. Rapidement. Vous le confirmez, donc quelque part, c'est surtout l'islamisme radical qui est visé. Moi, l'interrogation que j'ai, c'est que si on se souvient des attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan, le projet de Daesh, c'était pas de battre militairement la France. D'accord ? Ils n'ont pas été capables sur le territoire français, c'était diviser la population. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait une haine de diviser entre nos concitoyens de religion musulmane et les autres. De fracturer. Et je trouve que de ce point de vue-là, la société, et même d'ailleurs de haut en bas de la société, a bien résisté. Là, vous pointez, d'accord, un danger qui serait celui, soi-disant, d'un séparatisme. Donner une définition, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Moi, ce que j'aimerais connaître, c'est la raison qui vous pousse à ça. Parce que vous savez que pendant des mois, on ne va parler que de ça. Le président de la République a largement élargi le champ de sa définition. Vous donniez une définition qui était le fait que le séparatisme, c'est la manière de s'organiser de façon hostile et violente vis-à-vis de la République. Je pourrais être d'accord avec vous, hostile dans un but violent. Le président de la République, si vous voulez, on y reviendra, mais a largement élargi cette notion. Bon, est-ce que vous croyez réellement qu'il y a un tel danger aujourd'hui qu'il faille faire en sorte de renvoyer une vision discriminante par rapport à la deuxième religion de France? Et notamment, j'aimerais connaître vos chiffres, puisqu'il y a 15 quartiers qui ont été mis sur étude dans le plan de lutte contre la radicalisation. On nous parle de 212 débits de boissons, 15 lieux de culte, 4 écoles, 13 établissements associatifs culturels fermés. Est-ce que vous pourriez me dire combien là-dedans il y avait d'établissements ayant lien avec la religion musulmane ? Et combien d'autres ? Si je peux me permettre, monsieur le député, avec tout le respect que j'ai pour vous en tant que personne et pour ce que vous représentez en tant qu'élu de la République, mais la question est très précise et très intéressante. Plein de questions précises à poser. Vous avez tout à fait raison et je vais me permettre de vous répondre. Je crois que là, on est en train de confondre les musulmans d'une part et l'islamisme d'autre part. Bah, en fait, là, on vous explique qu'on va lutter... J'essaie de vous faire définir, est-ce que les lois suffisent ou pas pour lutter contre votre propre définition, ou avec laquelle on serait d'accord, qui serait des menées violentes. Quand vous voulez, je vous réponds. Voilà, donc, est-ce que vous pouvez me dire... Alors, réponse, et puis on avance sur les chiffres. Voilà. Réponse.
On est en train de vous dire qu'on va lutter contre l'islamisme et vous nous répondez ça stigmatise les musulmans. Mais étrangement, c'est pas du tout ce que nous répondent les musulmans. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris a publié un texte dans Le Monde pour dire qu'il soutenait cette loi contre les séparatismes. Et il a rappelé que les premières victimes de l'islamisme dans le monde, ce sont les musulmans. Donc ce n'est jamais un texte contre les musulmans. Au contraire, le président de la République a rappelé qu'il investirait 100 millions d'euros pour un institut d'islamologie, justement pour financer la recherche en sciences sociales et mettre à l'honneur les civilisations musulmanes. Si là, vous voyez de la discrimination, honnêtement, je ne sais pas ce qu'on est censé faire pour montrer que le c'est président de la tout République a eu des phrases beaucoup plus générales sur les dérives produites par la religion. Mais donc, vous saluez les 100 millions d'euros pour mais je vous ai posé une question et je remarque une chose, c'est que vous prenez une loi par rapport à des données. Et vous, pour l'instant, vous n'avez pas répondu sur les données que je vous ai données, parce qu'il faut parler de la raison. Je vais vous donner un exemple. Je termine juste là-dessus. Vous savez, il y a beaucoup de questions et je ne peux pas répondre, donc c'est un petit peu compliqué. Mais non, parce qu'il y a un contexte. On va parler de ça pendant des heures. Oui, mais attendez, Nathalie Delattre voudrait parler aussi, s'il vous plaît, Éric Coquerel. Et vous sûrement aussi, combien, par exemple, il y avait de listes communautaires ou municipales. On nous a même dit qu'il faudrait peut-être une loi. Vous savez combien il y a eu de listes communautaires au municipal en Seine-Saint-Denis? Mais moi, je ne parle pas des listes communautaires aux combien il y en a eu à votre avis? Il y en a eu 0. Donc moi, mais non, mais si, parce que moi, ça m'intéresse. Vous préparez une loi. Vous voyez comme vous êtes. Je vous démontre que le président de la République ne discrimine pas les musulmans. Ça vous plaît pas? Et du coup, vous parlez d'un autre sujet qui n'est même pas dans la loi. La pratique d'une seule religion. Alors, on va donc je ne saurais pas quels sont les établissements. Vous m'avez coupé 37 fois la parole. Bon, vous aviez en tout cas, mais vous pouvez reviendrez. Vous allez revenir tout à l'heure, mais Nathalie Delattre veut intervenir parce que salue les 100 millions d'euros pour valoriser la civilisation musulmane. À peu près. Ça ne discrimine pas les musulmans. Non, mais d'accord. On parlera après de la manière dont l'État doit ou pas financer les cultes. À mon avis, l'État ne doit pas financer les cultes, il ne doit pas revenir de religion, et la religion ne doit pas s'occuper de ce que fait l'État. Non, il s'agit d'histoire, il s'agit de mise en valeur des civilisations, ça n'a rien à voir. Nathalie Delattre, vous avez pointé des oublis aussi dans le discours du président de la République précis. Écoutez, moi, je voudrais d'abord, en préambule et en tant que présidente de la commission d'enquête Sénat sur la radicalisation islamiste, dire que je suis satisfaite des annonces du président de la République quand il a nommé la problématique dans les mêmes termes soulevés par le Sénat, cette radicalisation islamiste, parce que, monsieur le député, je crois qu'on a dépassé depuis longtemps le problème de l'adaptation de l'islam en France. Mais là, on est sur un projet collectif d'individus qui souhaitent faire passer une norme religieuse au-dessus des lois de la République. Et nous avons auditionné beaucoup de musulmans, et notamment ceux qui ont fui l'Algérie dans les années 90, qui ont fui l'islam politique et qui nous ont demandé aujourd'hui de faire quelque chose et de combattre cette idéologie. Donc moi, je salue ces propositions fortes du président de la République, mais j'espère qu'elles ne seront pas diluées dans l'application. Alors sur l'école, il y a eu beaucoup de choses dites. Sur l'école, moi j'avais fait une proposition de loi il y a 2 ans sur l'enseignement à domicile, non pas sur l'interdiction, mais sur les contrôles, sur les moyens du contrôle. Et à travers, là, je voudrais revenir à travers, justement, que vous puissiez préciser 3 choses sur lesquelles je souhaite intervenir. D'abord, j'avais demandé qu'on ait un INE, un numéro d'inscription pour tous les enfants de France. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants dont nous ne savons pas dans quelle structure ils sont. Ouais. Ils sont passés hors des radars. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il faut un numéro pour tout le monde? Est-ce qu'il faut un numéro pour tout le monde? On peut prendre un par un, si vous voulez. Dès le plus jeune âge. On peut prendre point par point, si vous voulez. L'enseignement, peut-être que ça sera groupé. Comme vous voulez. L'enseignement à domicile, je pense que c'est intéressant, effectivement, de dire qu'il faut durcir les conditions d'enseignement à domicile. Encore une fois, je pense que l'interdiction pour tous, sauf pour des problèmes de santé, est peut-être trop large, parce il faut pas l'oublier, il y a aujourd'hui des enfants qui sont harcelés à l'école, et les remettre dans les mains de leur bourreau ne me paraît pas forcément une bonne idée. Je crois que le problème, c'est qu'effectivement, en 10 ans, l'enseignement à domicile a vu ses effectifs doubler, et en quelques années, là, particulièrement. Mais ça a échappé au CNED, au Centre national d'enseignement à distance, qui est piloté par l'éducation nationale. Alors ça, il faudrait rendre une obligation, par exemple, par le CNED, parce que beaucoup de ces enfants, en fait, ne sont pas en enseignement à domicile, mais sur des établissements hors contrat. Et je crois que c'est là aussi qu'est le gros problème, c'est qu'en quelques années, ces établissements hors contrat ont doublé. On est passé de 800 à 1644 établissements hors contrat, où nous n'avons aucune possibilité de faire des contrôles d'identité des enseignants qui sont dans ces établissements, où il n'y a pas de contrôle de flux financiers, il n'y a pas de corps spécifique de contrôle dans l'éducation nationale. Alors, je crois que c'est ça qui manque. Marlène Schiappa, vous avez entendu, c'est surtout le contrôle et le suivi. Suivi des enfants, contrôle des établissements,
rapidement, je vous laisse répondre. Absolument. D'abord, moi, je voudrais saluer les travaux de Madame la sénatrice Delattre sur cette question, parce que ce sont des travaux qui ont beaucoup inspiré le travail du gouvernement, et singulièrement sur la question de l'école. Et donc, avec Jean-Michel Blanquer, nous allons proposer dans cette loi que nous portons avec Gérald Darmanin que la scolarité soit obligatoire à partir de 3 ans, sauf motif médical. Mais nous avons parfaitement entendu également les demandes des parents, notamment ce que vous évoquez sur le harcèlement scolaire, pour le cas de parents qui souhaiteraient partir en voyager pour des raisons professionnelles et scolariser leurs enfants à distance, etc. Donc Jean-Michel Blanquer lance des consultations avec différentes organisations, associations de parents pour trouver la meilleure rédaction possible qui puisse répondre à la question qui est soulevée. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'école? Et ça, ce sont des retours d'enseignants de terrain. Ils nous disent qu'il y a des endroits dans lesquels, d'abord, vous avez beaucoup de certificats d'allergie au chlore. Et donc vous avez des jeunes filles, des adolescentes qui sont retirées de la piscine. Mais ce que vous demandez, Nathalie Delattre, sa première question, je vais la reprendre. Elle dit, est-ce qu'il ne faudrait pas créer un numéro INE, je ne sais pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Mais aujourd'hui, mais en fait, pardon, mais j'ai répondu parce qu'en fait, ça répond à la question. L'INE, en fait, il vient donner des numéros d'inscription aux enfants qui sont déscolarisés. Si tous les enfants sont scolarisés, vous n'avez plus besoin de ce numéro. Donc je vous réponds en disant que le gouvernement, c'est pas non, c'est que le gouvernement partage le constat, s'est posé la question et se dit peut-être que la réponse ce serait que tous les enfants aillent directement à l'école. Alors, est-ce qu'il faut imposer le CNED, le Centre national d'études à distance, pour l'enseignement à domicile? Mais là encore, je ne sais pas si vous avez bien compris la mesure, mais la mesure, c'est qu'il n'y ait plus d'enseignement à domicile. Oui, mais... Et que donc, c'est la mesure du gouvernement, pardon, c'est la mesure qui est proposée. Donc moi, je veux bien parler... je sais pas, j'essaie de... Je pense que de toute manière, ce serait un peu compliqué d'arriver à cette mesure en 1 an, à travers une loi. D'abord parce que ça demande des moyens, remettre des dizaines de milliers d'enfants à l'école, parce qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal d'enfants qui sont effectivement à travers cet enseignement à domicile. Donc je pense que ça s'étalera sur plusieurs années. Si tel est votre souhait, mais qu'il faut être pragmatique parce qu'on a perdu du temps et qu'on a encore des tout ça doit disparaître. Nathalie Delattre, vous vouliez aussi rapidement, si vous pouvez faire une question simple, sur la loi 1901-1905. Oui, effectivement, j'ai entendu les propos. Alors c'est vrai que petite fille de la philosophie des Lumières et des radicaux qui sont effectivement à l'origine de la loi de 1905 et de la loi de 1901. Alors 1901 sur les associations, 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État et sur notre pacte républicain sur la laïcité. Donc je n'ai pas entendu le président de la République nous dire s'il souhaitait des modifications de 1905. Nous sommes sur une loi qui nous paraît claire et intangible et qui pourrait d'ailleurs, qui a encore des ressources, qui pourrait faire appel à la police des cultes et notamment sur la liberté de conscience. Nous, ce que nous disons depuis des années, c'est que c'est 1901 qui a des failles et pas simplement sur les associations cultuelles. C'est très bien de dire qu'il faut qu'elles passent en régime 1905 qui est plus sévère sur l'aspect juridique et financier, mais on voit bien qu'on a des problèmes 1901 par exemple dans le sport. Le président de la République a peu parlé du sport. Aujourd'hui, on sait qu'on a des associations qui sont noyautées par des personnes. Tout d'un coup, les filles qui faisaient du sport dans cette association n'ont plus le droit de citer, sont éloignées. Et puis des garçons sont amenés à réciter des sourates, etc., etc. Donc effectivement, on voit bien qu'on a des failles juridiques sur 1901. Le sport, mais je parlais aussi du soutien scolaire. Oui. Alors, est-ce qu'il faut revoir sur le soutien le scolaire, statut, par exemple? Le statut associatif? Alors, je vais essayer de répondre rapidement. D'abord, oui, la volonté du président de la République, c'est de faire en sorte de distinguer les associations culturelles, les associations qui ont des activités qui organisent la vie de la cité, des associations cultuelles. Et donc, toutes passent en 1905, puisque certaines sont en 1901, ce qui favorise une forme d'opacité sur les financements, notamment les financements étrangers. Ensuite, sur la loi de 1905, moi je suis aussi, comme vous, très attachée à la loi de 1905 et aux grands principes de la loi de 1905. Et donc, bien évidemment, nous ne toucherons pas ni aux équilibres, ni aux grands principes de la loi. En revanche, je pense qu'il y a des parties de la loi qui peuvent être renforcées. Vous évoquiez la police du culte, la police des cultes, à l'heure actuelle, dans la loi de 1905, interdit certaines choses. Elle interdit, par exemple, qu'on aille lancer des appels au vote et faire des campagnes électorales dans des lieux de culte. Mais que fait Valérie Boyer, députée Les Républicains, pendant la campagne municipale, désormais sénatrice, vous avez raison, pendant la campagne municipale à Marseille? Elle se rend dans une église et elle fait campagne dans une église et elle poste des photos de cet appel à voter lancé dans une église sur Twitter. Mais cela contrevient au principe de 1905, mais il n'y a pas de sanction qui soit prévue dans la loi de 1905. Alors comment faire appliquer une interdiction s'il n'y a pas de sanction derrière? Je pose la question et je crois que nous devrons y répondre dans ce projet de loi. Dans ce projet de loi, il serait répondre. Éric Coquerel, vous voulez intervenir sur, vous m'aviez dit tout à l'heure, les mineurs isolés. C'est toujours à l'ordre du jour pour vous? Non, je voulais surtout vous parler, parce que je sais que le temps est compté. Donc il reste vraiment peu de temps. Voilà, je voulais surtout parler, j'aurais bien continué le débat, parce que je pense qu'on ouvre, avec ce que propose le Premier ministre, quelque chose qui, justement, en termes
de loi 1905 qui contrevient très largement dans la manière où les églises n'ont pas à s'occuper de l'État, mais l'État n'a pas non plus à s'occuper des églises. L'État ne s'occupe pas des églises. Sauf effectivement si c'est lié à des actions et des volontés violentes, déstabilisation, etc. Alors, je pense qu'on va de manière plus d'accord avec vous. Mais je voudrais vous poser une question sur la question du trafic de drogue. Je voudrais revenir là-dessus. Vous savez que je suis dans une circonscription, notamment Saint-Ouen, où il vient d'y avoir plusieurs fusillades, des morts, des blessés, etc. depuis le confinement. Bien. On a une situation où le trafic de drogue en Seine-Saint-Denis, ça pèse 1 milliard d'euros, la moitié du budget du Conseil général. 10 à 15 millions d'armes en circulation, c'est souvent lié à la question du trafic de drogue, donc qui est un vrai fléau qui pourrit la vie des gens, et notamment dans les quartiers populaires. Par rapport à ça, vous avez pris une décision il n'y a pas longtemps, qui est l'idée d'amende forfaitaire. C'est-à-dire on va mettre des amendes forfaitaires à des gens pris avec un peu de cannabis, voire même, c'est ce que m'a dit votre ministre de l'Intérieur, pourquoi pas aller jusqu'à des guetteurs. Bon, alors, moi, d'une certaine manière, s'il vous plaît. J'arrive à la question. Pour moi, d'une certaine manière, ça ne résout pas le problème. C'est quand on sait qu'un four, un immeuble, ça rapporte 25 000 euros par jour. Donc c'est une manière de l'État de taxer finalement et de reconnaître le trafic de drogue. Donc ma question, c'est qu'est-ce que vous comptez réellement faire pour ce fléau? D'accord. Moi, j'ai 3 propositions à vous faire. Je vous le fais. Je ferai une proposition de loi là-dessus. Au-delà du contexte global qui est social, qui fait qu'il y a des mômes qui n'ont pas de travail, qui se retrouvent avec le fait d'avoir un argent plus facile à prendre, mais de retour à une vraie police de proximité, pas municipale, des îlotiers, présence dans les quartiers, 2, embauche massive d'officiers de PJ, c'est-à-dire, vous savez que la Seine-Saint-Denis, par exemple, on a 2 fois moins que Paris proportionnellement, et 3, je sais que vous êtes contre, mais expliquez-moi comment au niveau des drogues douces, à partir du moment où on n'arrive absolument pas à le juguler, on peut justement faire en sorte de ne pas aller vers une légalisation sous contrôle de l'État et monopole de l'État, avec prévention, y compris des questions sanitaires, qui ferait au moins qu'on n'a pas comme ça la vie pourrie pour des gens, puisque la police aujourd'hui ne peut plus rien faire concrètement. Marlène Schiappa. J'ai combien de temps pour répondre? 2 minutes, même pas. Alors, d'abord, je vais répondre, c'est une QAG parfait. D'abord, je voudrais saluer, si vous me le permettez, l'esprit de responsabilité de monsieur le député dans son discours anti-drogue, parce que je crois qu'on a vraiment besoin de passer ce message, notamment à la jeunesse, mais pas uniquement. Donc, si vous me permettez, d'abord, ce point-là. Ensuite, je partage complètement votre constat, y compris sur le fait que l'argent de la drogue finance notamment la traite des êtres humains, etc. Je partage pas forcément la solution, parce que moi, je crois à la verbalisation. Et c'est ce que nous avons fait, par exemple, pour le harcèlement de rue, et nous avons réussi à avoir 1847 verbalisation de harcèlement de rue, et c'est ce que nous faisons pour les stupes. Et chaque semaine, le ministre de l'Intérieur publie le bilan de la semaine des verbalisations et des saisies, et c'est maintenant une priorité absolue de lutter contre la drogue, parce que c'est ça qui permettra de libérer les quartiers. Et on regardera avec beaucoup d'intérêt votre proposition de loi, et avec plaisir pour... vous avez la réponse. Nathalie non, on n'a plus le temps, désolé. Nathalie Delattre. On prendra ce débat. Oui, parce que là, ça... Et puis il y a quand même Nathalie Delattre qui voulait vous poser une question, une toute dernière question très rapide. Simplement pour dire que j'étais rassurée par vos propos sur la loi de 1905, parce qu'on l'avait été moins par votre collègue Roxana Maracineanu, qui nous avait dit en commission, encore faut-il s'entendre sur ce qu'est la laïcité. Donc là, je sens qu'il n'y a pas de flottement à votre niveau, et c'est important. Par contre, pour crédibiliser les propos du président de la République, il faut quantifier, c'est-à-dire quels sont les moyens financiers qui vont être accordés dans le projet de loi de finances sur ce renforcement de la laïcité et sur les ambitions que vous souhaitez porter par cette loi sur le séparatisme. La question est claire, et la réponse, ça va se traduire. Alors Marlène Schiappa. Ligne budgétaire, et notamment sur le renseignement territorial. Absolument. Alors d'abord, il y a des choses qui se traduisent dans la ligne budgétaire différentes. C'est-à-dire on est dans un budget interministériel, donc les DPT permettront de les mettre à jour, et peut-être d'ailleurs pourrait-on envisager un document de politique transversale sur le sujet laïcité, lutte contre les séparatismes. Donc je pense qu'on en débattra pendant le débat parlementaire. Est-ce que j'ai encore du temps ou pas? Oui, très bien. Pas vu citer encore. Merci beaucoup. Donc, pour vous répondre, 1 minute, quoi. Par exemple, en ce qui concerne la scolarisation, bien ce seront des budgets, mais il y a beaucoup de choses qui ne demandent pas de budget. Quand on veut mettre fin au certificat de virginité, ça ne demande pas plus d'argent. Quand on demande aux associations de passer de 1901 à 1905, ce n'est pas de l'argent de l'État qui sera engagé. Il y aura un coût, notamment le recours au commissaire aux comptes, mais qui sera pris en charge par les associations, parce que c'est leur responsabilité, et parce que, comme le rappelait M. Coquerel, je crois que nous serons tous les 3 d'accord là-dessus, il ne revient pas à l'État d'organiser la vie quotidienne des cultes, ni leur financement d'ailleurs. Eh bien, merci Nathalie Delattre. Merci Éric Coquerel d'être venu sur le plateau. Effectivement, c'est un large débat. On va en reparler dans les semaines, dans les mois qui viennent. Mes réponses sur le bilan chiffré du gouvernement, je l'attends quand même. Vous m'enverrez sur. Quelle était la question? Ma question est très simple. 212 débits de poissons, 15 lieux de culte, 4 écoles, 13 établissements associatifs et culturels. Combien liés à la religion musulmane?
dont le projet de loi ne fait que parler est combien lié à d'autres religions? J'aurais aimé savoir. L'immense majorité n'est pas liée. L'immense majorité, je peux donner les chiffres, l'immense majorité n'est pas liée à la religion musulmane, est liée à la radicalisation et donc à l'islamisme. Ce n'est pas la même chose. D'autres religions, d'autres pratiques intégristes religieuses. J'aurais aimé le savoir. On n'a parlé que d'une seule religion. Non, on n'a pas parlé d'une religion. C'est vous qui parlez d'une religion. Le chef de l'État a sans arrêt fait le lien entre l'islam et la menace terroriste, y compris avec des phrases très fortes disant qu'il fallait un partenariat avec la République, avec l'islam. La menace terroriste sur notre sol, peut-être que vous ne voulez pas le voir, mais hélas, c'est la réalité. La menace terroriste essentielle sur notre sol, c'est celle de l'islamisme et de l'islam radical. Et donc les lois ne suffisent pas. Les lois contre le terrorisme suffisent, mais il y a des zones grises dans la loi, et avec ce projet de loi, nous entendons les combler. Vous pensez que la mosquée de Belleville, avec des policiers qui arrivent au milieu d'enfants, merci Nathalie Delattre d'être venue. On va faire le tour maintenant.